Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais continuer le chapitre 3 sur les cercles du pouvoir dans le système Poutine. Alors, très rapidement, je rappelle où j'en étais. Donc, j'avais commencé la dernière fois à évoquer le premier cercle, celui des décideurs, avec évidemment comme maître du jeu Poutine. J'avais dit que nous avions relativement peu de renseignements sur la personnalité de Poutine. Certes, nous avons quelques biographies, mais elles sont rarement, disons, bien renseignées. Elles se répètent un petit peu sur des aspects souvent anecdotiques. Et finalement, je vous ai proposé de suivre d'assez près, non pas un ouvrage d'histoire, mais une fiction très remarquable, Le Mage du Kremlin de Giuliano dans Empoli. D'après le Mage du Kremlin, et tout de même d'autres sources aussi, celui qu'on appelle le tsar, c'est-à-dire Poutine, a une personnalité bon, très forte, même si l'on dit qu'il est manipulé par d'autres, c'est quand même quelqu'un qui domine vraiment le système de manière presque totale, hein. Et son grand modèle, c'est Staline. Il s'applique à lui ressembler en tout point. Il attribue sa réussite et sa longévité au pouvoir à sa férocité. Euh, mais peu importe, pour lui, c'est vraiment un grand homme. Bon, il apparaît aussi, Poutine, comme un interlocuteur redoutable. Il est bon comédien, il sait créer des situations qui affaiblissent l'adversaire. Il a un esprit très vif, il saisit le fond du problème, peut-être plus rapidement que les autres, et il n'hésite pas à brûler les étapes, il n'aime pas les politesses, les formules de courtoisie. C'est un homme que l'on décrit comme très isolé, il parle à peu de personnes, il ne consulte pas les réseaux sociaux, il vit dans la solitude et il s'en nourrit, si je peux dire. Euh, il a une vie quotidienne immuable, très réglée, très protégée aussi, hein, dans la banlieue de Moscou, à Novo-Ogariovo. Et j'avais terminé ce portrait de Poutine en énumérant quelques facteurs, quelques motivations de base. Eh bien, d'abord, c'est une évidence, il a été très humilié par la période helsingienne, que ce soit l'effondrement de l'Empire soviétique ou la décomposition vraiment de l'URSS, l'économie qui a sombré totalement, le manque de considération aussi des Occidentaux, notamment de Washington, tout cela l'a beaucoup humilié. Euh, il y a chez lui un désir très fort, impatient, de restaurer à la fois la puissance et l'honneur du pays. Il veut incarner et de plus en plus un dirigeant respecté, admiré. Donc, autour de lui, dans ce premier cercle, j'ai cité celui qu'on appelle le vizir, c'est-à-dire Dimitri Medvedev. Alors, j'ai rappelé qu'il y avait de très nombreux points communs avec Poutine. Comme Poutine, il est né à Leningrad. Comme Poutine, il a une formation de juriste. Comme Poutine, il a été conseiller d'Anatoly Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg. Euh, c'est un homme qui apparaît durant une première période de plus de 20 ans comme un modéré, un libéral. Il fait partie notamment de l'administration présidentielle, un organe extrêmement important, de plus en plus important avec l'arrivée de Poutine. Dans cette administration, il apparaît comme un modéré, une colombe, comme on dit aux États-Unis, un libéral, un petit peu un nouveau Gorbatchev, qui veut moderniser le pays sans pour autant le révolutionner. Et puis, il y a une deuxième période, alors,
le contraste évidemment frappe, étonne. Hein. C'est à partir de 2022, à partir donc de l'invasion de l'Ukraine, à ce moment-là, Medvedev apparaît comme un ennemi acharné de l'Occident. Euh, c'est un des détracteurs les plus féroces. Il a des mots très, très durs contre l'Occident. L'autre décideur dans le cercle étroit de Poutine, pendant très longtemps, puisque n'oublions pas, Poutine règne donc depuis 1999-2000, la période que j'analyse est une période donc de près de 25 ans. Donc bien sûr, les hommes ont changé aux alentours de Poutine, mais pendant longtemps, Igor Sechin est apparu comme l'éminence grise. Hein. Il est qualifié par la presse occidentale de troisième personnage le plus influent après Poutine et après Medvedev, le Richelieu russe ou le Machiavel du Kremlin. Bon, il y a chez lui, je l'ai dit, de nombreux traits personnels avec Poutine, je ne le répète pas. Il a été pendant 13 ans le secrétaire personnel de Poutine, à la mairie de Saint-Pétersbourg, puis ensuite au Kremlin. Et à partir de 2004, Poutine en fera le leader du secteur énergétique russe. C'est lui donc qui va se charger de réorganiser le secteur de l'énergie, notamment le secteur pétrolier. C'est lui qui va lancer une enquête à propos de Yukos, le groupe pétrolier de Mikhail Khodorkovsky, l'homme le plus riche de Russie. Et c'est en raison, par l'action de, de cette Chine que Mikhail Khodorkovsky sera jeté en prison à partir de 2003. De 2003, il sera condamné donc à de lourdes peines. Il donc mettra la main, je parle de cette Chine, sur Yukos. Il mettra la main ensuite sur un autre groupe pétrolier, Rosneft, qu'il va transformer en mastodonte donc, de distribution du pétrole. Et peu à peu, il va engloutir ses concurrents un par un. On lui prête des pouvoirs immenses. Euh, donc, c'est un homme qui a certainement joué un rôle très important. Je vais terminer en rappelant qu'il avait mis la main aussi sur la construction navale. Et voilà. Donc, j'ai terminé, et longuement, parce qu'il le mérite à mon avis, par un autre décideur, Vladislav Surkov, hein, qui est aux côtés de Poutine, au plus près, depuis 1999 jusqu'au moins en 2020. Euh, alors, ce n'est pas facile de parler de Surkov, hein. Celui qui en parle le plus, finalement, c'est dans son roman Giuliano d'Ampoli, qui le dépeint sous les traits de Vadim Baranov. Mais ce Vadim Baranov, bien sûr, tout le monde reconnaît Surkov. Surkov a commencé sa carrière politique dans l'écurie de Mikhail Khodorkovsky entre 1990 et 1997. Puis, il passe en 98-99 chez un autre oligarque, Boris Berezovsky, qui lui confie pendant quelques mois, pendant un an environ, la direction des programmes de la chaîne de télévision très importante Pervy Canal. Il est directeur des relations publiques. Et c'est euh, Berezovsky qui, euh, pardon, oui, Berezovsky qui lui dit, comment je prononce ce nom, euh, pardon, j'ai été distrait,
et ça suffit lorsqu'on est distrait. Donc, je reprends un instant. Quand on enregistre, vous savez, il peut se passer certaines choses. Donc, euh, durant l'été 99, son, son maître, Boris Berezovsky, lui dit il faut créer une nouvelle réalité. Il ne s'agit pas de remporter une élection, puisque c'est l'élection qui va permettre à Poutine d'arriver au pouvoir. Certes, c'est important, mais il s'agit de construire un monde. Donc, c'est Berezovsky qui va, comment dirais-je, donner à Surkov l'idée, certainement qu'il devait y avoir réfléchi déjà avant, mais l'idée que il va falloir construire un tout autre système pour que Poutine s'impose au pouvoir. Il, Surkov accepte et il va donc, avec évidemment l'assentiment très vite de Poutine, assumer des fonctions extrêmement importantes de, au sein de l'administration présidentielle, d'abord comme directeur adjoint, puis comme premier directeur adjoint, puis vice-président du gouvernement entre 2012 et 2013. Surkov créera le parti qui permettra à Poutine d'arriver au pouvoir, parti Unité qui est confié à Shoigu. C'est Surkov qui créera un mouvement de jeunes qui deviendra important qui s'appellera Les Nôtres, Nachi, et très organisé. C'est Surkov qui va mettre la main vraiment sur les médias au profit de Poutine. Et donc en mars 2004, en remerciement si je peux dire, il est nommé adjoint de Poutine, mais il reste numéro 2 de l'administration présidentielle. Et à ce moment-là, donc, il va servir très fidèlement Poutine, notamment lorsque Poutine sera en prise à des difficultés, comme au moment de la désastreuse prise d'otage de Beslan en 2004. Donc, c'est Surkov qui essaiera de le sortir d'affaire. Surkov s'intéressera beaucoup à ce qu'on appelle les révolutions de couleur, c'est-à-dire les révoltes surtout de la jeunesse, les révoltes libérales qui éclatent dans plusieurs pays de l'ancienne Union soviétique, en Ukraine, au Kyrgyzstan, en Géorgie. Et c'est toujours Surkov qui va mettre au point, disons, un slogan, mais plus qu'un slogan, c'est ainsi qu'il va vouloir définir le nouveau système que Poutine est en train de mettre en place. Il dira c'est une démocratie souveraine. Donc, en insistant sur les deux termes, la démocratie, donc, c'est un régime où les citoyens participent directement à la vie politique, mais la souveraineté suppose que c'est l'État qui a les rênes, c'est l'État qui a la compétence, et très vite, Surkov fait remarquer que la démocratie n'est pas plus importante que la souveraineté. Si la souveraineté l'impose, eh bien, on peut, par exemple, supprimer certaines libertés. Donc, c'est un concept très, très délicat et plutôt nocif, bien sûr, pour la démocratie véritable. Bon, Surkov développe également une opposition qui n'est pas une réelle opposition, qui lui permet de récupérer des voix, d'occuper le terrain. Il est aussi très fort pour organiser des campagnes de discréditation. Bref, c'est un homme très difficile à cerner. Il est passionné par la culture d'avant-garde. J'ai rappelé que dans son bureau, il avait le portrait de tous ces hommes, donc quand même assez différents entre Poutine, Che Guevara et puis Bismarck. Bref, éclectisme, contradiction, paradoxe, provocation, un homme étonnant que ce Surkov, mais qui a exercé donc une influence décisive
au moins jusqu'en février 2020, où il va disparaître un peu des écrans. J'en arrive donc aujourd'hui à évoquer ce que j'appellerais le deuxième cercle, celui formé par les techniciens. Alors, dans ce deuxième cercle, je mettrai au moins trois personnes. Et d'abord, je commencerai par Shoigu, Lavrov et Elvira Nabiulina. Alors d'abord, non, je commence par Lavrov. Lavrov qui incarne la diplomatie, qui sera le diplomate de Poutine. C'est vraiment un diplomate professionnel qui est diplômé de l'Institut des relations internationales de Moscou. Il en parle avec beaucoup d'admiration de cet institut en disant qu'il lui doit beaucoup. Il rappelle que dans cet institut, la pratique, c'était de plonger les étudiants dans des cultures bien particulières et de les y plonger de nombreuses années. Comme lui, par exemple, Lavrov sera envoyé au Sri Lanka comme attaché d'ambassade d'abord. Il apprendra le singalais, puis ensuite il reviendra, il ira pardon à l'ONU pendant à New York, donc de 1981 à 1988. Il reviendra ensuite à l'ONU comme directeur de la délégation russe. Et enfin, il fera une très belle carrière au ministère des Affaires étrangères depuis au moins 20 ans, comme ministre des Affaires étrangères, donc depuis mars 2004. Pardon. C'est donc un diplomate, un grand diplomate, qui est partisan, comme son maître Poutine, de la toute-puissance russe. Il admire beaucoup un ministre des Affaires étrangères d'Alexandre II, le tsar. Ce ministre s'appelle Gortchakov, et il s'était manifesté, notamment après la guerre de Crimée. Donc, comme vous le savez, après la guerre de Crimée, qui avait été une grosse défaite pour la Russie, eh bien, la Russie avait mordu la poussière et Gortchakov, en tant que ministre des Affaires étrangères, avait tenté, réussi de restaurer la position de la Russie face aux puissances européennes. Et pour Sergei Lavrov, c'est vraiment un modèle. Lavrov se montrera très très actif en Syrie en 2013, où il va repousser une intervention occidentale qui est préparée, qui au dernier moment Obama refuse, et c'est la Russie qui va en profiter. C'est un gros succès pour la diplomatie russe et pour Lavrov. De même, l'année suivante, en 2014, pour l'annexion de la Crimée, et par la suite pour l'attaque de l'Ukraine en février 2022, Lavrov va soutenir très fidèlement la politique de Poutine. Euh, Soutenir inconditionnellement. Par exemple, je pense à la manière dont il a nié les frappes russes, qui étaient pourtant évidentes, sur une maternité à Mariupol, par exemple. Donc c'est un inconditionnel. Euh, Deuxième homme dont je veux parler dans ce cercle que j'appelle des techniciens, c'est Sergei Shoigu. Alors Shoigu, euh, bien qu'il soit pendant 11 ans ministre de la Défense, n'est pas un militaire. J'ai essayé de trouver ce qui le définirait le mieux, et je pense que c'est gestionnaire des situations d'urgence et des conflits. Euh, il est originaire de Sibérie du Sud, de Touva, où il revient souvent et parfois en compagnie de
de Poutine. Il a eu une formation dans un institut polytechnique où il a appris la construction, l'architecture. Et il va se faire remarquer dès le début des années 90 par ses qualités de médiateur. Médiateur d'ailleurs dans tous les domaines. Mais, euh, euh, comment dirais-je, il apparaît particulièrement habile et efficace lors des situations d'urgence, c'est-à-dire des catastrophes naturelles, des attentats terroristes. Alors, il met au point une équipe d'intervention qui très vite acquiert une renommée. Et donc, que ce soit sous Eltsine d'abord et puis sous Poutine, c'est vraiment le spécialiste. Donc, un homme influent à la fin de la période Eltsine et durant la période Poutine. Poutine lui confie la création du parti Russie Unie, qui appuie la candidature de Poutine. Et quelques mois plus tard, Shoigu va devenir président de ce parti Unité et Denso. Ensuite, il sera nommé donc pendant 11 ans ministre de la Défense entre 2012 et 2024. Euh, sa nomination surprend parce qu'il n'a jamais servi dans l'armée. Il ne bénéficie d'aucune réputation auprès de la hiérarchie militaire, mais Poutine l'appelle sans doute pour d'autres qualités. Et Shoigu va se montrer à la hauteur dans de nombreux domaines. Par exemple, on peut lui savoir gré, en Russie en tout cas, d'avoir modernisé l'armée. C'est Shoigu qui crée pour la première fois un cybercommandement. C'est lui qui intègre l'armée de l'air et les forces spatiales au sein d'un regroupement qu'on appelle les forces aérospatiales. J'ai mis le logo sur la droite. De même, il fait en sorte qu'il est pratiquement impossible pour les jeunes Russes d'échapper au service militaire. Bon, quelques mesures secondaires, mais qui plaisent. Il fait modifier l'uniforme d'apparat de l'armée. Hein. Et puis surtout, alors, je cite ces mesures un peu en vrac, il supervise le GRU, c'est-à-dire la Direction générale du renseignement militaire. Euh, il réussit à obtenir, je montrerai la courbe dans quelques instants, il réussit à obtenir de Poutine un accroissement du budget de l'armée. Donc, incontestablement, même si ce n'est pas à la base un guerrier, il apparaît comme l'homme qui a replacé l'armée dans les plus hautes sphères du Kremlin, alors que Boris Yeltsin avait abandonné l'armée, en quelque sorte. Hein. Et à l'étranger, Shoigu se fera connaître par des visites diplomatiques, notamment auprès des chefs militaires dans plusieurs grands pays, comme la Syrie, Israël, par exemple. Bon, même si c'est pas un guerrier, il gère quand même plusieurs opérations militaires d'importance. Tout à l'heure, j'ai cité Lavrov en 2013 en Syrie, mais bien entendu, Shoigu participe directement à cette opération très importante qui permet à la Russie de revenir en Syrie, au Moyen-Orient et de dominer le territoire en 2013. Donc, euh, de même, il mène à bien l'annexion de la Crimée en 2014. Et il va jouer un rôle important
dans l'invasion de l'Ukraine en 2022, même si ce n'est pas une opération extraordinairement bien menée. Je signalerai un troisième point, c'est que il est très proche de Poutine. Lui et Poutine s'affichent régulièrement côte à côte lors d'opérations de promotion. Ils vont par exemple pêcher sur une rivière de Touva en Sibérie, dont il est originaire. Ils vont traquer le tigre en Sibérie, en Extrême-Orient, pardon, en Extrême-Orient. Et pourtant, à la stupéfaction du monde entier, en mars 2024, Vladimir Poutine limoge Shoigu, son ministre de la Défense et son ami. Pourquoi? Bon, comme toujours dans ces décisions de pays autoritaires, on ne sait pas grand-chose. Est-ce l'échec de l'offensive russe en Ukraine? Euh, Est-ce durant l'été 2023 la mutinerie de Prigogine, pardon, qui s'en prenait publiquement, je parle de Prigogine, à Shoigu depuis des mois, depuis le début de l'invasion en Ukraine, Shoigu était quand même très contesté. Et je l'ai dit, il ne faisait pas partie du sérail militaire. Il n'a pas fait de carrière militaire. Donc, beaucoup de chefs lui reprochaient sa mollesse, son manque d'audace, disons, dans la guerre d'Ukraine. Et on commençait à parler aussi de corruption au ministère de la Défense. Donc, il a été limogé en 2024, mais il a été nommé quand même à un poste très important, puisqu'il est secrétaire du Conseil de sécurité. C'est une fonction donc très honorable qui lui laisse un accès direct au président Poutine. Enfin, dans ce second cercle des spécialistes, je veux dire quelques mots d'une femme, une économiste, qui est considérée comme un atout caché un peu de Poutine, Elvira Nabiulina. D'abord, je dirais que cette Tatar a été formée de manière assez remarquable, à la fois à l'université de Moscou, et aussi à Yale, aux États-Unis, dans la prestigieuse université. Donc, c'est une formation brillante et éclectique. Elle a une longue expérience du développement économique au sein d'un État, puisque elle a été de 1994 à 2012 au ministère du Développement économique à Moscou, d'abord entre 1994 et 2007 à la tête de divisions importantes du ministère, et entre 2007 et 2012 carrément à la tête du ministère. Donc c'est notamment pour une femme, euh, c'est certainement un, comment dirais-je, une reconnaissance de qualité très particulière et importante. Donc, elle est au ministère du Développement économique de 1994 à 2012, et ensuite, elle est à la tête de la Banque centrale de Russie à partir de 2013. Alors, c'est la première femme à la tête d'une banque centrale dans un pays du G8. Alors, ce n'est pas rien, évidemment, d'être à ce poste, hein, puisque la Banque centrale, c'est elle qui imprime les billets, qui régule toutes les banques du pays, euh, qui gère les réserves de devises et d'or, qui contrôle l'inflation. Alors, à ce poste, elle va
Elle est discrète, mais elle va accomplir plusieurs prouesses. La première prouesse, c'est en 2014, un an à peine après son arrivée à la Banque centrale, elle va être confrontée à deux problèmes graves. C'est pour ça que ce dessin humoristique est parfait, hein. Elle est, vous voyez, au milieu de la tempête. Donc, je disais, confronté à deux problèmes, l'effondrement du rouble et la flambée de l'inflation. Donc, elle doit faire naviguer l'économie russe à travers cette mer démontée et pour cela, elle va pratiquer une politique libérale. Euh, le principal remède de sa part, ça va être un relèvement, pardon, très fort du taux d'intérêt. Euh, cette, cette décision, qui était quand même politiquement risquée, va permettre de maîtriser la flambée des prix et va lui valoir la réputation internationale de femme sachant prendre les décisions difficiles. Elle sera d'ailleurs nommée par le magazine Euromoney, le magazine américain, bancaire de l'année en 2015. Donc, une très belle réussite. Elle est arrivée à discipliner l'économie russe, ce qui jusque-là fluctuait essentiellement au gré des cours du pétrole. Donc, elle a évité la chute des capitaux. Bref, elle a sauvé Poutine. Ceci, c'était donc en 2014-2015. Deuxième prouesse, moins réussie, euh, depuis 2022, donc elle fait face, enfin c'est la conjoncture, c'est l'invasion de l'Ukraine et les sanctions financières prises par l'Occident en raison de l'invasion de l'Ukraine. Et là, elle va changer totalement de politique, inverser la politique pour stabiliser le rouble, pour éviter l'inflation des prix. Elle va prendre toute une série de mesures. Elle interdit les sorties de devises. Elle interdit aux Occidentaux de vendre leur participation dans des sociétés russes. Elle augmente le taux directeur de la Banque centrale à plus de 20%. Elle ferme la bourse. Elle restreint les transferts financiers à l'étranger et elle applique une stricte politique de contrôle des changes. Cela réussit en 2022. Mais en 2023, le taux du rouble chute et l'inflation dépasse 8%. C'est une période, donc, on peut parler de réussite cette fois-ci, bien qu'elle limite quelque peu les dégâts. Euh, il est évident que Poutine l'écoute sur l'économie, mais sur la politique, elle n'a pas son mot à dire. Et il est évident que l'économie et les problèmes économiques qu'elle rencontre naissent de la politique envers l'Ukraine. Donc, même si elle n'a pas voix au chapitre pour les décisions politiques, elle reste au poste, à son poste, et essaie donc de faire pour le mieux. Et tout le monde remarque que c'est une personne donc ayant beaucoup de qualités. La voici, vous voyez, il n'y a pas tellement de photos avec elle. Euh, Elle apparaît comme une personne de dossier, très sérieuse, travaillant beaucoup. Bon. Troisième cercle.
du pouvoir, c'est ceux que j'appellerais les inspirateurs. Alors officiellement, Poutine, dit-on, ne se soumet pas aux influences, résiste, ne veut pas avoir d'idéologue patenté à son service. Certes, acceptons cela. Ça, c'est ce qu'il ne veut pas, c'est pour son image. Mais en réalité, Poutine est inspiré, fortement inspiré, par un certain nombre d'idéologues de cette période. J'en citerai deux parmi les principaux. Alors, Vladimir Jirinovski, je commencerai, et Alexandre Douguine. Alors, Vladimir Jirinovski, qu'on a appelé, bien sûr, c'est pas, mon appellation n'est pas de moi, le chantre de l'anti-occidentalisme. Alors, c'est un homme qui est né au Kazakhstan en 1946. Et la première caractéristique, ce sera le cas aussi de l'autre idéologue dont je parlerai, c'est un homme très cultivé, Jirinovski. Euh, il a fait donc des études de langue, il a fait une thèse de philosophie en 1988, il a étudié le droit puisqu'il est devenu avocat, et il est très très féru en histoire, il a de profondes connaissances. Donc c'est une première caractéristique. La deuxième, c'est qu'il a été pendant 30 ans au moins leader d'un parti, un parti ultranationaliste qu'on appelle le LDPR, le Parti libéral-démocrate de Russie. Il a participé durant ces 30 ans à presque toutes les élections présidentielles, 6 je crois au total, euh, sans remporter de grands succès, au mieux, je crois que c'était en 1991, il a eu 8% de voix. Mais ce qui est important, c'est que son parti a toujours été représenté dans les instances nationales et locales aussi. Il a une forte influence dans l'opinion nationale et internationale. Je le montre là sur une photo de son remariage en présence de Jean-Marie Le Pen. Et on peut dire qu'il a un certain nombre, comme on connaît beaucoup mieux Le Pen en France que Jirinovski, on peut faire quelques comparaisons. Comme Le Pen, il a de vrais talents d'orateur, de polémiste. Il a aussi sa gouaille. Euh, En plus de Le Pen, il s'amuse parfois, il réussit à faire des prévisions. Par exemple, en décembre 2021, il dit attention, l'année qui suit, c'est-à-dire 2022, sera l'année où la Russie va devenir une très grande puissance. Donc, il annonce un peu le, la guerre d'Ukraine. Donc, très jeune, comme Le Pen, il va faire de la politique, il sera député à la Douma à partir de 28 ans. Donc, il est, l'opinion nationale est impressionnée par l'homme, hein, et il a une voix certainement, il a une voix qui porte. Alors, ces idées sont ultra nationalistes. Euh, Par exemple, il promet de former une dictature lorsqu'il sera président. Donc il n'hésite pas. Il dira, quand je serai président, j'établirai une dictature. Il promet, ça vous rappellera certaines personnes actuelles, d'étendre les frontières de la Russie pour récupérer les terres qui étaient russes jadis, l'Alaska, la Finlande. Il appelle très tôt de ses voeux
une invasion de l'Ukraine. Et il ne cache pas qu'il souhaite une confrontation finale avec l'Occident. Bref, il rêve d'une troisième guerre mondiale. Il a des expressions telles que on brûlera Paris, on atomisera Berlin, et en plus, il est profondément antisémite. Donc, ces idées sont évidemment extrêmement ultra et dangereuses. Or, cet homme a vraiment l'oreille de Poutine. Sur la photo que je vous montre, Poutine, le 8 avril 2022, lui apporte une gerbe, apporte une gerbe près de son cercueil, et il déclare ce jour-là, Vladimir Jirinovski était un politicien expérimenté, énergique, ouvert à la discussion et un orateur et polémiste éclatant. Il défendait une position patriotique et les intérêts de la Russie. Donc, un homme qui a compté. Le second est encore plus important. Il s'agit d'Alexandre Douguine, intellectuel lui aussi, intellectuel d'extrême droite également, mais avec une pensée, nous allons le voir, très complexe. Alors, je mets l'idéologue de Poutine avec des points d'interrogation parce que Poutine, je l'ai dit tout à l'heure, affirme qu'il n'a pas d'idéologue. En réalité, on sait qu'il a été très impressionné par les idées qu'il est toujours de Douguine. Alors, quelques moments importants d'abord de la vie de Douguine. Bon, il naît à Moscou en 62, au sein d'une famille donc modeste, mais très liée au système communiste, au système soviétique, puisque son grand-père appartenait aux forces spéciales, sa grand-mère était au comité central du Parti communiste et son père était membre du KGB. Donc, c'était une famille très introduite dans le système communiste. À partir donc de 1979, il fait des études à Moscou, études brillantes, études très larges. Il parle 10 langues, parle par exemple très bien le français. Il passe plusieurs thèses, il est docteur en histoire des sciences, docteur en sciences politiques, et assez vite, il est attiré par l'ésotérisme. Très vite aussi, il lit, il s'imprègne d'un certain nombre d'intellectuels occidentaux, allemands, italiens, français, qui ont, comment dirais-je, nourri les régimes d'extrême droite, nazisme, fascisme. En 1989, il voyage, donc il vient en Europe de l'Ouest, en France, et il est très bien reçu par les milieux de la nouvelle droite, notamment le leader de la nouvelle droite, Alain de Benoît. À l'occasion de ces voyages, surtout d'ailleurs après la chute du mur, son hostilité envers l'Occident va s'accroître. Alors Douguine entre d'abord dans les années 80 dans un groupe, le groupe PAMIAT, ça veut dire mémoire en russe. Il est membre donc de ce groupe qui a pour but de, de préserver la culture russe, de respecter l'orthodoxie et qui se montre très antisémite. Donc cela nous donne une première indication de son engagement politique en faveur donc de la civilisation russe, de l'orthodoxie et tout à fait contre le mouvement juif. Autre moment important, en 1993, il crée avec un intellectuel, un aventurier qu'on appelle Limonov,
il crée un parti, le Parti national bolchevique. Et il en sera un des principaux responsables entre 1994 et 1998. Alors, ce Parti national bolchevique, il a pour objectif de réunir les communistes et les fascistes contre le système capitaliste. J'ai mis, parce qu'on le rappelle souvent, c'est un peu la même idée qu'un Français, Jean Hedernalier, développe notamment dans son journal L'Idiot international. Alors ce parti, donc rouge-brun, comme on dit, communiste et fasciste, qui veut rallier le communisme et le fascisme, est un parti donc très anti-américain et pro-stalinien. Alors, j'en profite pour dire un mot de son compagnon de route à Douguine à l'époque, qui est Limonov. Limonov, qui est mort en 2020, est alors on le connaît surtout par un ouvrage d'Emmanuel Carrère qui est très bien fait. Donc c'est un homme, ce Limonov, qui apparaît comme un délinquant. C'est un poète, un romancier qui exerce pendant un certain temps la profession de majordome, qui clochardise dans plusieurs grandes capitales. Il est en Ukraine d'abord, à Kharkov, puis il va aux États-Unis, à New York, Paris, Moscou. Bref, on l'a appelé un dissident rock'n'roll de l'URSS. Très difficile à cerner. Euh, j'ai vu, peut-être vous aussi, un film là il y a un mois qui est passé sur lui, Limonov, La Balade, un film russe qui est intéressant mais extrêmement déroutant. Hein. Je vous dis ce que Le Monde en parlait, là je l'ai mis là, sa foi brûlante dans la création, son inclination à la rébellion, il s'agit de Limonov, sa haine de la bien-pensance, son chaos intérieur, son nihilisme, son goût de la provocation et de l'imprécation, sa disposition tant à l'ignominie qu'à la destruction. Donc, un homme extrêmement déroutant et très difficile à cerner, ce Limonov. Donc, je l'ai cité néanmoins parce qu'il joue un rôle important pendant quelques années, notamment avec Douguine. Donc, Douguine va quitter ce parti qu'il a créé avec Limonov en 1998 et il va fonder en 2001 un mouvement, le mouvement Eurasia. Tout à l'heure, je définirai bien sûr les idées de l'Eurasia. Je signale que très vite, très tôt plutôt, très tôt, il appelle à l'intégration de l'Ukraine dès 1997 et dès 2014, avec la même mise de Poutine sur la Crimée, eh bien, il va conseiller tous les séparatistes ukrainiens, que ce soit de la Crimée ou du Donbass, et bien sûr, en 2022, il va demander l'annexion non seulement du Donbass, de la Crimée, mais de toute l'Ukraine. Donc c'est un radical. Alors, cet homme multiple, je le disais un peu pour Limonov il y a un instant, mais vous voyez, j'ai relevé, je crois que c'est sur Wikipédia, tous les qualificatifs qu'on donne à Douguine. Propagandiste, homme politique, écrivain, auteur, compositeur, interprète, chanteur, auteur-compositeur, sociologue, politologue, professeur, philosophe, géopolitologue, journaliste d'opinion. Donc il est inclassable du point de vue de la fonction. Et donc il a essayé de faire une synthèse à partir de différentes disciplines de ses idées. Alors, il a particulièrement utilisé quatre disciplines de base. L'ésotérisme, si on peut appeler cela une discipline, notamment dans l'ésotérisme, Douguine est très attiré
le mysticisme, l'occultisme, la philosophie, la métaphysique et enfin la géopolitique. Donc, Dugin, je le répète, s'appuie sur ces quatre disciplines. Et deuxième base, il s'inspire, je l'ai dit tout à l'heure, mais très brièvement, sur un certain nombre d'intellectuels d'extrême droite de l'Europe. Alors, j'ai cité tout à l'heure Alain de Benoît, qui est l'auteur d'un livre qui est une anthologie un petit peu des grandes figures conservatrices d'Allemagne. Euh, bon, je cite Alain de Benoît, mais ce que je veux dire surtout, c'est que Dugin a travaillé beaucoup l'œuvre d'un certain Carl Schmitt, euh, un Allemand, qui a été qui a participé à la fondation idéologique du nazisme. Il a également très étudié l'œuvre de Julius Evola, un Italien qui a défini pour le fascisme italien les notions d'ordre, d'autorité, d'obéissance, de discipline. Et il a également lu beaucoup un auteur qu'on connaît relativement peu en France, René Guénon, qui est un Français, et qui a écrit des ouvrages de métaphysique et sur l'ésotérisme. Alors, à partir de ces quatre disciplines, à partir aussi donc de ces auteurs allemands, italiens et français, il en a, Dugin a proposé une synthèse. Il déclare donc que il y a des entités bien distinctes, l'Europe, l'Asie, et une troisième entité, totalement distincte donc des deux autres, c'est ce qu'il appelle l'Eurasie. L'Eurasie qui est formée par l'ensemble de la Russie, européenne et asiatique, ainsi que par les pays qui l'entourent, habités par d'autres Slaves. Donc, pour lui, l'Eurasie, c'est d'abord une entité géographique, mais c'est aussi une entité civilisationnelle. Alors, pour définir les caractères de la civilisation eurasiatique, il rejette d'abord les éléments majeurs de l'Europe, le mondialisme, la pire des choses, l'idéologie des droits de l'homme, l'américanisme, c'est-à-dire tous les idéaux américains, et bien sûr les idéaux du peuple juif. Donc, la civilisation eurasienne, c'est d'abord un rejet absolu de toutes ces notions, de tous ces éléments caractéristiques de l'Europe atlantique. Positivement, pour lui, l'eurasisme a pour base ce qu'il appelle l'ethnos, qui est un ensemble qui regroupe une langue, une religion, des traditions et de l'histoire. Et c'est cet ethnos donc qui définit le racisme. Donc la religion orthodoxe, la langue russe et ses voisines, toutes les traditions et l'histoire de ce pays. Alors, le racisme, ça concerne exactement quelle partie géographique? Bien, tout ce qui est en vert foncé, qui forme donc l'Empire russe qu'on appelait, et euh, quelquefois aussi
l'Eurasie, selon les idéologues, peut intégrer donc la partie bleu clair, hein, c'est-à-dire donc la partie des Balkans, la partie perse, donc l'Iran et les Mongols. Pour terminer, je reconnais que j'ai été très sommaire parce que je ne domine pas la pensée de Dobine. Il faudrait le lire, le comprendre, y passer une partie de sa vie pour essayer de cerner le personnage. Donc, j'ai tout à fait conscience de mon insuffisance. Mais pour vous donner une idée de la violence de Dubin, je vous lis ce qu'il a écrit à propos de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024. Il a été exaspéré par cette cérémonie d'ouverture. Le texte est un peu long, je vous le lis. L'ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris est le jugement dernier sur la civilisation occidentale moderne. L'Occident est maudit, et ceci est axiomatique. Quiconque ne prend pas immédiatement les armes pour détruire cette civilisation satanique, sans précédent dans son impudence, s'est fait le complice. Mais un autre aspect est également important. Sur ce pôle, il y a l'Occident et son satanisme woke non dissimulé. Et sur notre pôle, qu'avons-nous? Quelque chose de légèrement plus décent. L'avant-dernier arrêt, mais sur le même chemin, la même route. Nous avons appuyé très fort sur les freins lorsque notre destination est apparue devant nous, où se tenait la figure géante du cavalier blême, entouré par un cortège de pervers libéraux et de monstruosités corporelles approuvées. Mais nous continuons à dériver dans cette direction par inertie, et nous ne contestons certainement pas l'étape précédente de notre histoire. Sommes-nous même dans le bon train si le terminus sur la route est celui des Jeux olympiques français de 2024? L'Occident est le diable. Et qui sommes-nous? D'un côté, il nous fait horreur et il nous rejette de son banquet impie. Mais de notre côté, il est encore à l'intérieur de nous. Nous ne l'avons pas complètement expulsé de nous-mêmes. Le diable se déchaîne dans notre culture, ayant été accepté depuis non pas des décennies, mais depuis des siècles. L'Occident, et donc le diable, commença à pénétrer systématiquement la Russie au XVIIe siècle. Au XIXe siècle, les slavophiles le reconnurent et sonnèrent l'alarme. Cela eut un effet, mais n'empêcha pas le déclin de se poursuivre. Et maintenant, nous commençons seulement à vraiment appuyer sur les freins. Cela ne pourra réussir que si Dieu est avec nous. Rien d'autre ne marchera. Pour cela, la Russie doit s'en remettre entièrement à Dieu. Nous devons devenir son peuple, ses fidèles, de vrais chrétiens russes. Nous pouvons seulement prier et combattre, combattre en priant, et prier comme si la mort était imminente pour la dernière fois. L'opération militaire spéciale est une guerre contre Satan, contre l'Occident, contre les Jeux olympiques, où les titans rebelles du monde tartare ont remplacé les dieux et pris leur place. Occident, delenda est. Il faut détruire l'Occident. Quatrième cercle que je voudrais vous présenter, c'est ce que j'appellerais, j'ai beaucoup hésité, les hommes forts, ou ce que Poutine, son entourage, ses amis appellent les patriotes. C'est-à-dire des gens qui désormais sont prêts à tout pour défendre l'indépendance de la Russie qui est soi-disant menacée. Et dans Le Mage du Kremlin, l'auteur fait dire à Surkov, notre devoir n'est pas uniquement de restaurer la verticale du pouvoir. Nous devons créer une nouvelle élite de patriotes, prêts à tout pour défendre l'indépendance de la Russie. Alors, parmi ces hommes forts, ce quatrième cercle, je distinguerai deux éléments. D'abord, ce qu'on appelle les Siloviki, que
on peut imaginer à la tête de l'État, à la tête de l'armée, à la tête des entreprises. Ce sont des gens qui souvent étaient dans le renseignement, au KGB, et que Poutine ne cesse de promouvoir et de placer, je dis bien, à la tête des administrations de l'État, à la tête de l'armée et à la tête des entreprises. Alors, d'après un article du journal Libération, il y aurait 4 500 000 de Siloviki, c'est-à-dire que 6% de la population active ferait partie de ces patriotes, c'est-à-dire ces anciens, souvent des services secrets, placés donc à la tête de l'État, de l'armée et des entreprises. Et tout à fait au sommet des classiques, il y a des gens que l'on connaît, par exemple, je citerai Nikolai Patrouchev, qui a été longtemps secrétaire du Conseil de sécurité russe, qui est considéré souvent comme un des éventuels successeurs de Poutine. Il y a également Narishkin, qui a été directeur du SVR, le service de renseignement extérieur, l'espionnage, donc. Il y a Bortalikov, directeur donc du FSB, c'est-à-dire de l'ancien KGB, Gerasimov, dont je n'ai pas parlé, et qui est le chef d'état-major des armées, et bien d'autres. Donc eux, je les mets, vous voyez, à la tête comme cacique de ces Siloviki. Alors, dans ces hommes de la force, euh, on apprend avec beaucoup de surprises, hein, qu'il y a aussi à la base des gens que recrute ou que fait recruter Poutine, qui sont souvent des voyous, des motards, des hooligans, des anarchistes, des skinheads, c'est-à-dire des gens dangereux, sûrs, mais qui sont prêts, à, à risquer leur vie pour la grandeur de soi-disant de la Russie, cette Russie menacée. Bref, ils peuvent être des hommes de main à la disposition donc de Poutine. Et vous voyez, j'ai représenté, alors c'est ma manière de schématiser, ça vaut ce que ça vaut, hein. Donc, les Siloviki en tête, et à la base, voilà ce qu'on pourrait appeler les forces de la subversion. Motards, anarchistes, hooligans, mercenaires. Je détaille. Les, les motards, on est suffoqué de voir l'importance relative qui est donnée à ce qu'on appelle parfois les loups de la nuit, c'est-à-dire ces motards qui se mobilisent tantôt pour des matchs internationaux en Europe en mettant la pagaille partout, tantôt dans des manifestations, et que Poutine, vous le voyez ici avec eux, hein, approuve, félicite et déclare que ce sont de vrais patriotes. Voilà des forces pour la subversion. Bon, ce qu'on appelle les hooligans en Russie, c'est-à-dire les voyous, les marginaux, les skinheads, les anarchistes, hein, qui sont eux aussi mobilisés et mobilisables. Vous les voyez ici en 2012 avec des drapeaux donc plus ou moins nazis, des enseignes. Euh, il y a aussi évidemment les mercenaires. Alors, le groupe Wagner a été de loin le plus célèbre, peut-être le plus important avec Progogine, mais il n'y a pas que le groupe Wagner, hein, loin de là. Et ces mercenaires russes sont là, à la disposition apparemment de Poutine parfois, mais on l'a vu, peuvent également être une force d'opposition parfois. Enfin, un cinquième cercle, à mon avis, qui joue un rôle très important dans le pouvoir poutinien, ce que j'appelle les hommes de la désinformation, les spécialistes de la désinformation. Alors,
tous ceux qui ont travaillé un petit peu sur la Russie contemporaine euh, soulignent que la machine de désinformation est extrêmement importante, sophistiquée, protéiforme aussi, et qu'elle n'est pas simplement, n'appartient pas à l'État, c'est pour ça que j'ai mis Poutine, mais aussi à des forces privées, comme par exemple Prigogine. Prigogine n'est pas simplement, n'était pas un mercenaire qui s'occupait uniquement de l'armée et des opérations militaires. Il avait en tête plus que des projets, il avait réalisé tout un centre de désinformation extrêmement important. Alors pour ceux d'entre vous qui voulaient approfondir cela, je vous conseille un article que l'on peut acheter pour peu sur Internet, hein, de deux chercheurs sur justement l'influence, les réseaux informationnels en Russie. C'est après l'invasion de l'Ukraine, mais ça donne des renseignements pour avant. Alors, rapidement, je fais un petit historique de ces organes de désinformation. Bon, d'abord, il faut dire que c'est très tôt, puisque déjà à l'initiative de Staline, en 1923, hein, euh, une section, un bureau spécial de désinformation est créé par la GPU, c'est-à-dire l'ancêtre du KGB, du FSB. Bureau spécial de la désinformation, dès 1923. Ensuite, par la suite, bon, il y a toutes sortes de réseaux qui se créent, d'institutions, notamment, je dis, parce que il y avait une filiale en France, la RT, c'est-à-dire la première chaîne de télévision russe qui apparaît dans toute l'Europe, qui s'appelle Russia Today, notamment en France, elle sera interdite ensuite. Une agence multimédia extrêmement importante, Sputnik, qui est créé en 2014 et qui est un centre de propagande russe important aussi. Un Google russe, Yandex, qui est aux mains de l'État et qui participe beaucoup à la désinformation, aux pressions politiques, Yandex. Il y a également, je signale, un service qui a été créé en 2008 de supervision de l'Internet, des communications, hein, qui s'occupe donc, pardon, s'appelle Roskomnadzor, dont vous avez une photo ici. C'est ce service, par exemple, qui décide, sur ordre évidemment du gouvernement, de bloquer certains réseaux sociaux. Vous voyez que sur cette carte, par exemple, des accès à l'Internet et aux messageries occidentales est bloqué par ordre justement de la Russie. Il y a tout un projet aussi de Prigogine dont je reparlerai dans quelques instants. Prigogine avait situé ce centre de désinformation à Saint-Pétersbourg, c'est l'Internet Research Agency. Donc, même si je n'ai pas beaucoup d'éléments, ce que je veux souligner, c'est que les structures de désinformation, il y a des structures d'État et des structures privées. Alors, les structures d'État, par exemple, le FSB, l'ancien KGB, notamment, il y a toute une direction, la cinquième direction, qui s'occupe exclusivement de la désinformation. Il y a le SFVR, qui est le service d'espionnage pour tout ce qui est extérieur. Le FSB, c'est surtout à l'intérieur, même s'il y a des services qui s'occupent également de l'étranger. Mais le SVR est le service de renseignement exclusivement pour l'extérieur. Il y a le GRU, le service de renseignement de l'armée, qui s'occupe également de la désinformation. Il y a ces médias que j'ai cités tout à l'heure comme Russia Today. Il y a donc le Google News, le Google russe, pardon. Euh, il y a également au sein de l'administration de la Russie, que j'ai cité beaucoup, notamment pour Medvedev, il y a à l'intérieur une cellule, le centre S, qui génère toute une série de structures, de propagande, bon.
Par exemple, la fameuse image de Poutine, un homme fort, un homme, c'est généré par l'administration présidentielle et toutes ces structures. Donc je disais que, outre que j'ai mis dans la partie rouge les structures étatiques de désinformation, il y a dans la partie jaune des structures privées, semi-privées de désinformation, comme cet institut, soi-disant, qui est à Saint-Pétersbourg. Alors, bon, quels sont les principes, les axes de la désinformation? On les connaît, hein, je ne fais que le rappeler rapidement. Bon, il s'agit d'affirmer très souvent le contraire de la réalité. Il s'agit d'attiser les haines, d'utiliser les fausses nouvelles pour substituer aux faits des opinions, des croyances qui ne sont pas des faits. Bon, les fameux fake news. Et même si l'Occident se défend souvent et déclare non, tout ceci sont des fake news, ça n'a pas d'importance. Même si les manipulateurs sont pris à flagrant délit, si vous voulez, bon, il reste des choses de ce qu'ils ont semé. Alors, parmi les moyens de déstabilisation politique, il y a ce qu'on appelle le trolling. Vous connaissez peut-être, vous savez qu'un troll, c'est donc une créature de la mythologie scandinave, et on appelle maintenant troll un message qui est sur Internet et qui a pour but de, de, de susciter la pagaille, la polémique, de perturber quelque chose. Bon. Euh, donc ces trolls sont très efficaces, notamment en période d'élection, pour dénigrer un homme, perturber une discussion. Alors, il y a des centres en Russie qui fabriquent ces trolls. On appelle ça des usines à trolls, soit privées, soit gouvernementales. Les gens qui participent sont soit rémunérés, soit des journalistes qui appartiennent à d'autres réseaux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent grâce à l'intelligence artificielle, parce qu'on appelle les bots informatiques, c'est-à-dire des logiciels qui automatiquement génèrent des messages ciblés. Donc, on a étudié certains milieux, on sait comment on peut les toucher, et donc les bots se chargent de leur envoyer des messages pouvant les perturber, les bots informatiques. Bon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Prigogine, avant sa mort, avait mis au point donc une usine à trolls, dont j'ai montré plusieurs fois la photo. Alors, cette usine à trolls de Prigogine, pardon, avait trois axes. D'abord, discours envers le système libéral occidental. Ensuite, il y avait un autre axe consacré à l'Afrique, avoir un discours contre toutes les puissances coloniales d'Afrique, notamment, bien sûr, de la France. Et enfin, il y avait un troisième projet qui visait plus les sphères complotistes en Occident et en Russie. Donc, cette usine à trolls, mise au point par Prigogine, était très sophistiquée. Alors, depuis la mort de Prigogine, le projet a été repris, il n'est pas abandonné. Je signale aussi le blanchiment de la désinformation, c'est-à-dire que il y a des entreprises russes qui utilisent des influenceurs occidentaux pour diffuser leurs messages, hein. Donc c'est une forme d'espionnage, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on paye des journalistes français, occidentaux, et on leur envoie donc des messages à diffuser. C'est ce qu'on appelle donc des blanchiments de la désinformation. Après, il y a un autre système aussi, qui paraît-il relativement utilisé. Ce sont mettons des
spécialistes russes qui usurpent l'identité de sites web occidentaux, c'est-à-dire qu'on prend à peu près le même nom de domaine et on fait attribuer à ces sites que beaucoup d'utilisateurs prennent pour des sites occidentaux, eh bien, on leur fait dire des fake news, si vous voulez, alimentés par les Russes. On connaît même le nom, vous voyez, de trois entrepreneurs russes qui se sont spécialisés dans cette usurpation de sites occidentaux. Conclusion de ce chapitre, bien, pour moi, je dis pour moi, parce que je ne veux pas du tout vous imposer mon idée, le système Poutine, c'est quand même un peu une opération camouflage. Je m'explique. Poutine n'a pas dit attention, j'arrive, je vais tout changer, je vais créer un nouveau système, une nouvelle constitution, de nouvelles institutions. Pas du tout. Ce n'est pas du tout la manière de Poutine. Poutine, selon moi, a pénétré le système Helsinki habilement et l'a aménagé à sa guise. C'est ce que je traduis par ce petit schéma. Je reprends, vous voyez, dans la partie gauche, les forces poutiniennes que j'ai essayé d'énumérer. Bien entendu, j'en ai beaucoup oublié, certainement. Hein, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif. Et ces forces poutiniennes, j'imagine que Poutine les a, comment dirais-je, pénétrées, les a dans le système créé par Helsinki, en l'aménageant de manière très autoritaire. Je vais, en conclusion, montrer les principaux domaines. D'abord, il a aménagé considérablement l'exécutif de la période Poutine. La période Poutine, c'est la constitution de 1993, avec un président, un premier ministre, un président élu pour 4 ans. Bon. Et avec donc 2 chambres. Très vite, Poutine va porter à 6 ans le mandat de 4 ans. Première entorse. Ainsi, je rappelle, Yeltsin est président de la Fédération de Russie, puis ensuite Poutine est élu, après avoir été Premier ministre, donc Poutine est élu en 2000, réélu président de la Fédération de Russie pour 4 ans en 2004, puis en 2008, il ne peut plus normalement, donc il cède la place à son compère Medvedev comme président de la Fédération, et lui devient Premier ministre jusqu'en 2012. Pendant qu'il est président de la Fédération, Medvedev fait adopter une loi qui, qui désormais va porter à 6 ans le mandat présidentiel. De telle sorte qu'en 2012, lorsque Poutine se représentera, il pourra se présenter pour 6 ans, jusqu'en 2018, et encore 6 ans, jusqu'en 2024. Bon. En 2024, Poutine proposera tout simplement de repartir à zéro, comme il dit, c'est-à-dire de recommencer de nouveaux mandats, de 2 mandats supplémentaires. Bon, donc, on peut dire que Poutine contrôle totalement l'exécutif. Il est quasiment élu à vie, si je peux dire. Ensuite, Poutine va s'emparer, va vouloir contrôler les régions. Les régions, donc, c'est-à-dire 21 républiques, 46 oblasts, 4 districts, 2 villes, c'était donc des zones qui étaient souvent relativement autonomes. Les gouverneurs pouvaient parfois se comporter un petit peu comme des proconsuls, c'est-à-dire relativement indépendants par rapport au pouvoir de Moscou. Poutine a mis fin à cela. Il a d'abord, dès 2000, réuni les différentes régions, les regroupé dans les 7 provinces qui coïncident avec les régions militaires, et ensuite, il a
décidé que désormais c'était le président de la Fédération de Russie qui nommait les responsables des régions. Troisième chose, Poutine va s'employer, on l'a vu, on l'a dit, je fais que le répéter, à contrôler l'économie. Sous Helsinki, c'était les oligarques qui étaient devenus les grands patrons de l'économie. Les oligarques, à partir de Poutine, sont considérés uniquement comme des chefs d'entreprise indépendants. Ils peuvent faire des bénéfices, mais c'est le Kremlin qui dirige. C'est Poutine qui va désigner les directeurs des principaux, notamment des principales entreprises d'énergie et autres. Autre chose, la police et l'armée. Euh, Helsinki avait totalement négligé l'armée. Il avait laissé pourrir l'armée. Eh bien, Poutine va s'employer à régénérer l'armée. Vous avez ici la courbe des dépenses militaires en haut à droite de 93 à 2023. Vous voyez que c'est une montée presque constante. Et depuis 2023, depuis donc 2022, la guerre d'Ukraine, les dépenses militaires ont monté encore plus. Donc, régénération de l'armée et d'autre part, il va mettre la main, donc totalement, euh, le président désormais est responsable donc de l'armée et bien sûr du FSB. Autre point important, c'est le contrôle des médias. J'en ai parlé, je ne fais que rappeler cela. Les médias, au temps de Helsinki, étaient la plupart aux mains des oligarques comme Berezovsky, Goussensky. Poutine les prive de ces médias. Désormais, les médias sont, si je peux dire, étatisés. Bon. Et ensuite, euh, Poutine va désormais désigner les juges, donc il pourra organiser des procès comme il le souhaite pour museler les médias. D'autre part, sous prétexte comment dirais-je, poursuivre les terroristes, sous prétexte de guerre en Ukraine, la censure va se montrer de plus en plus forte. Donc on peut dire qu'en Russie aujourd'hui, il n'y a plus de médias libres. Voilà, selon moi, quelques pistes permettant de comprendre donc le système poutinien. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.